Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans le 74e épisode d'Ose écrire. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Françoise Guérin. Et écoutez, le partage qu'elle fait de son parcours est absolument fascinant et extrêmement inspirant. Et si j'en retiens une chose, c'est que oser saisir les opportunités et faire preuve d'audace, ça paye. Je vous laisse avec le partage de Françoise et je vous souhaite une très bonne écoute. À bientôt. Moi, c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Et alors du coup, moi tu vois, là comme ça, spontanément, je me suis demandé, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur le monde de la prépa? J'ai fait moi-même une prépa pendant mes études et ça n'a pas été la meilleure année de ma vie. J'ai trouvé ça extrêmement pénible et très inintéressant par Hmm. rapport à ce que j'avais envie de faire moi, qui était psychologue. Donc c'était une erreur de parcours, mais j'ai beaucoup observé. J'observais déjà beaucoup à cette époque-là et j'ai beaucoup observé mes condisciples et la manière dont ils s'écroulaient les uns après les autres. Donc, quand j'ai voulu travailler sur la question du suicide des adolescents, c'était évident Ouais. qu'il fallait aller voir du côté de la prépa. Et puis, parce que aussi, en tant que psy, je reçois des ados et des jeunes adultes qui traversent des moments comme ça de prépa ou de prépa médecine ou enfin des moments qui sont très difficiles pour eux, dans lesquels ils sont très écrasés par la pression. Ouais, ah, c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant parce que effectivement j'ai ce souvenir là. Moi j'ai eu la chance d'être dans une petite prépa, donc on n'était pas beaucoup, on n'avait pas du tout d'aspect de compétition. On était en vrai, on se voyait vraiment tous dans la même merde entre guillemets. Donc c'est pour ça je pense que j'ai réussi à traverser cette épreuve, mais effectivement ouais c'est assez particulier comme ambiance. Et t'écrivais déjà enfin quand t'étais à ce moment-là en prépa? Alors, j'avais déjà écrit, j'écris depuis l'enfance en fait, Ok. mais clairement, la prépa m'a fait arrêter d'écrire. Hmm. Il y a vraiment eu un effet en prépa, d'abord parce qu'on n'a pas le temps d'une part, Hmm. et aussi parce que des choses que j'ai entendues pendant cette prépa, des choses qui m'ont été dites par les enseignants, m'ont fait entendre que ce que j'écrivais, ça ne valait rien en fait, que ce qui valait le coup d'être publié, c'était des grands auteurs, primés, T'étais adoptés. t'étais en cagne hippocagne ou J'étais en hippocagne lettres, ce Ok, qu'on appelait ouais, ouais, lettres sup à l'époque. ouais, Donc on ok, était plongé dans la littérature jusqu'au ouais, cou, mais je n'ai eu aucun coup de cœur littéraire pendant cette année-là. Enfin, vraiment, ouais. ça m'a plutôt dégoûté et de la lecture et de l'écriture. Ah c'est fou, Vraiment, il y a c'est eu fou. ça a produit un arrêt brutal de l'écriture qui a duré pas mal d'années, Ok. qui a bien dû durer une quinzaine d'années. Ah oui, ok. Et qu'est-ce qui te fait reconnecter après là, toute ta déconnexion pendant 15 ans? Qu'est-ce qui te permet, c'est quoi le déclencheur qui te permet de reconnecter avec l'écriture? Je crois que il y a eu plusieurs choses. Euh, D'abord, j'étais présidente des parents d'élèves à l'école. Ok. Et en tant que présidente des parents d'élèves, j'étais censée écrire l'édito du journal des parents d'élèves qu'on publiait tous les 2 mois ou tous les mois, je sais plus. Et j'ai pris un plaisir fou à écrire ces éditos qui ont été le best-seller de l'école. Voilà. Incroyable. C'est-à-dire que les gens m'en parlaient sur le trottoir devant l'école. Ah, j'ai lu ce que vous avez écrit. Donc c'était à la fois, c'était ce que j'aimais faire dans l'écriture, c'est-à-dire à la fois un peu mordant, un peu rigolo et en même temps un peu sérieux. Et donc ces éditos, enfin cette pratique éditoriale. J'aime beaucoup cette anecdote parce que c'est un peu entre guillemets un hasard de la vie qui remet l'écriture qui remet l'écriture sur ton chemin quelque part. Oui, il y a eu un deuxième hasard qui est que une amie est venue chez moi et m'a donné le règlement d'un concours de nouvelles qui était organisé par un cinéma
près de chez elle. Et elle me l'a donné en mode t'es même pas cap. En quoi elle me connaissait très bien, puisque ça a suffi pour que, après son départ, j'ouvre ce règlement, je lis et je me dis, bon, c'est pas sorcier. Il fallait écrire une nouvelle sur cinéma et anticipation. Ok. Et donc, je me suis mise à l'écriture de cette nouvelle. Je l'ai écrite, tapée, imprimée et envoyée le lendemain matin. Donc, Ah il y a eu oui. un espèce de truc hyper rapide. C'était la première nouvelle que j'écrivais de ma vie, hein. Et cette nouvelle a remporté le premier prix de ce concours. C'est incroyable. Bravo. J'en étais la première surprise, même que quand mon nom a été annoncé au micro dans le cinéma, parce qu'on était tous réunis dans le cinéma, quand mon nom a été annoncé au micro, j'ai pas compris que c'était moi. Donc c'est mon conjoint qui m'a dit, mais c'est ton nom, c'est ton nom. Voilà, et il fallait y aller, quoi. Donc, et j'ai remporté le prix à l'époque, c'était une carte pour 1 an de ciné. Ok. Donc c'était un énorme prix. Euh, Mm. voilà. Et ça m'a lancé un peu là-dedans parce que j'ai découvert qu'il y avait plein de concours de nouvelles et que c'était une façon euh, de faire ses gammes, de s'affronter à l'écriture. Mm. Dans les concours de nouvelles, il y a des thématiques, pas forcément des thématiques qu'on a l'habitude Mm. d'aborder. Euh, il y a des contraintes comme un incipit ou des mots à glisser dedans, etc. Et surtout, on est lu anonymement. Donc, il y avait quelque chose pour moi qui était pratique à cet endroit-là. Le fait d'être lu anonymement, j'étais sûre que je serais lue. Et alors, à ma grande surprise, j'ai remporté énormément de concours de nouvelles. Mais enfin, un truc de fou, quoi. Euh, et donc, ça m'a lancé là-dedans. Oui, quand je dis, j'ai fait mes gammes, c'est-à-dire que j'ai appris à écrire un peu tout à ce Mm. moment-là, sous la forme de la nouvelle, bien sûr. J'ai remporté plein de prix, j'ai rencontré plein d'autres auteurs primés qui depuis sont des auteurs qui ont publié, qu'on voit, voilà. Et donc ça m'a vraiment, ça m'a lancé d'une certaine manière. Alors euh, parfois quand je raconte ça, les gens disent ouais mais des concours de nouvelles. Enfin, mais quand votre nouvelle est retenue parmi 100 ou 150 autres nouvelles, euh, ça produit quelque chose, quoi. Enfin, ce sont des lecteurs Mm. qui n'ont aucune raison de nous retenir s'ils n'ont pas aimé le texte. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé comme ça. Et l'année suivante, le cinéma dans lequel j'avais concouru la première fois m'a renvoyé le règlement du concours de nouvelles parce que c'était comme ça, il renvoyait à tout le monde. Et donc j'ai refait une nouvelle sur le cinéma et j'ai eu de nouveau le premier prix. Donc je suis repartie pour une deuxième année de ciné. Voilà. Et puis l'année suivante, ils n'ont plus voulu que je concours, donc ils m'ont nommée présidente du concours de nouvelles, Ah, histoire incroyable. de, voilà, que sinon ça commençait à se voir. Et il y a même une dame, je me souviens, lors de la remise la deuxième fois, la remise du prix, euh, une dame très ulcérée parce que ça faisait 2 fois qu'elle Mm. concourait et 2 fois que je gagnais, euh, qui est venue vers moi et qui m'a dit, Madame, je ne sais pas avec qui vous avez couché pour avoir ce prix. Ah bah super. Bon. Voilà. Et alors c'était trop sidérant, enfin c'était incroyable, surtout que quand même j'étais une jeune femme à l'époque, je parle de quelque chose qui a lieu il y a 20 ans, hein. J'étais une jeune femme et les, les membres du jury, c'était tous des vieux tromblons, quoi. Donc il fallait vraiment être très motivé Ah ouais, puis pour avoir un prix. c'est totalement déplacé en plus Oui, mais comme remarque. Mais c'est de la jalousie pure, ouais, voilà, enfin. ça en dit beaucoup plus sur elle que sur toi, bien évidemment. Mais ouais. Ah, tu vois, justement, moi je trouve que ton partage il est hyper précieux et je pense qu'il en inspirera beaucoup parce que effectivement dans l'exercice du concours de nouvelles comme ça ou des appels à texte qu'on peut voir un peu partout, il y a quand même c'est quand même un mécanisme qui permet de vaincre beaucoup de blocages qu'on peut connaître quand on commence l'écriture et quand on a la volonté d'aller écrire un livre. Déjà, on écrit, comme tu as dit, sur un thème qui est pas le nôtre. Donc, quelque part, ça permet aussi de prendre du recul et de dire, bon, bah, en fait, écoute, on verra bien ce qui en sortira. De toute façon, c'est pas si important, cette exploration de thème pour moi. Et ensuite, il y a aussi une deadline et donc un objectif et Ah puis oui. des règles. Et quelque part, ça te rend redevable de quelque chose ou de quelqu'un. Et ça met en mouvement beaucoup plus facilement. Et donc,
Et donc ouais, c'est un super exercice. C'est un super exercice. Et la preuve en est, en plus toi, ça t'a super réussi. Donc c'est vraiment ouais. Oui, c'est vraiment un exercice intéressant parce qu'effectivement, la deadline, moi, ça m'aide beaucoup à travailler. Mm. C'est très stimulant. Et puis, ce qui est devenu très vite stimulant, c'est qu'on était toujours un peu les mêmes à réussir ces concours. Enfin, il y a vraiment toute une bande. Donc, on a fini par devenir des copains. Et dans la foulée de tous ces concours de nouvelles, j'ai mis sur pied un site qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelait Mot Compte Double. Et Mot Ok. Compte Double, c'était un site où on partageait des textes, des nouvelles, tout un tas de choses comme ça. Donc, il y a eu jusqu'à 30 à 40 auteurs qui m'envoyaient des textes que je mettais en ligne. Donc Ah maintenant, c'est oui. devenu mon site perso, mais ça a été vraiment une espèce de bouillonnement littéraire pendant pas mal d'années avec de la créativité. Il y avait des nouvellistes, il y avait des romanciers, il y avait des poètes, il y avait des éditeurs. Enfin, il y avait tout un petit monde là pendant pas mal de temps. Et donc, c'était très stimulant et très... en même temps, c'était plein d'amitiés qui se construisaient et qui... Enfin, je continue... il y a pas très longtemps, là, j'ai eu la chance de revoir quelqu'un que j'avais rencontré dans le cadre des concours de nouvelles, donc il y a plus de 20 ans. Et c'était très chouette. Enfin, c'était un peu comme si on s'était quitté la veille, alors qu'on s'était pas vu Mhm. depuis au moins 15 ou 18 ans. Mais Donc voilà, c'est ça produit une espèce de réseau amical, littéraire. Donc tout le monde n'a pas réussi. Et puis, comme dans toute vie, certains sont morts entre-temps, on en a perdu. Certains nous ont annoncé des grandes nouvelles, certains ont changé de métier parce que décidément, euh, enfin, travailler dans la banque, ça les intéressait pas, et donc certains sont allés du côté de choses plus littéraires. Mais voilà, il y a quelque chose, c'est une espèce d'émulation, une espèce mhm. d'excitation de l'écriture. Ouais, Donc je le chacun. recommande. Oui, oui, tout à fait. Et puis en fait, c'est ce qui est intéressant dans ce que tu partages, c'est déjà ça prouve bien que l'écriture, malgré le fait que ça soit un acte solitaire dans le fait d'écrire, c'est en fait pas du tout solitaire dans la vie d'écrivain et dans le partage qu'on fait des histoires. Et puis après, on remarque aussi effectivement, comme tu l'as dit, chacun suit son chemin et au travers de cet accomplissement de rêve et de volonté qu'on a de partager ce qu'on a en tête, on se découvre aussi et quelque part c'est ça qui nous donne parfois la force de quitter une situation qui nous plaît pas, que ce soit professionnel, personnel, que sais-je. Euh, et, et c'est et ouais, et tout ça en groupe quelque part. Chacun nourrit le groupe et puis lui permet de grandir. Ouais, Et puis on se c'est lisait entre nous, on s'envoyait nos hmm, textes, on se lisait, parfois on se corrigeait entre nous, on était concurrents et en même temps, voilà, on lisait un peu ce que les autres faisaient. Et puis très vite, quand on a commencé à publier, parce que c'est comme ça que j'ai commencé à publier mes premiers textes, hmm, hein, dans des revues, parce que donc il n'y avait pas que les concours nouvelles, il y avait des appels à textes, donc oui. des revues, différentes revues qui font de la nouvelle. Quand on a commencé à publier ensuite nos propres recueils ou nos propres romans, euh, on a commencé à se croiser dans des salons littéraires, dans des festivals. Donc là, voilà, c'est pas du tout la même chose d'aller dans un festival où on ne connaît personne, même si moi j'ai une capacité à faire des liens rapidement et à très vite connaître des gens. Mais il n'empêche que quand on sait qu'on va retrouver un tel qu'on n'a jamais vu pour de vrai ou qu'on a vu qu'une fois sur un podium, voilà. Et puis dernière chose, les concours de nouvelles, l'air de rien, ça m'a rapporté pas mal Hmm. de l'argent, parce que parfois ils sont bien dotés. Euh, Paquet de nougat, la bise du maire, bon, Tout est choisis ce bon à qu'on veut. prendre. Voilà, alors la bise du maire peut-être pas, mais Oui. enfin, ça dépend du maire. Mais également un voyage en Hmm. famille. Voilà, pas des choses comme ça. Euh, ça peut être à la fois doté de presque rien, mais c'est aussi les premières publications. Moi, je me souviens de ma toute première publication dans un petit recueil. Mais j'étais fière comme si j'avais eu le concours, quoi. Enfin, il y avait Hmm. vraiment. Alors que après, une fois que j'ai eu ce recueil entre les mains, je me suis aperçue que quelqu'un avait fait des corrections dans mon texte Ah et oui, que il l'avait truffé de fautes. sympa. C'est-à-dire que quand on fait des corrections, il vaut mieux avoir un petit niveau d'orthographe. Et moi,
je sortais de prépa quand même, j'avais un petit peu des notions d'orthographe et voir que quelqu'un est passé derrière et a rajouté des S au participe passé là où il en faut pas, par exemple. Enfin, j'étais folle, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais passer pour une truffe. Voilà, donc ça a un peu gâché mon. Et l'autre immense joie avec les concours de nouvelles, ça a été une autre publication d'une de mes nouvelles dans un petit recueil. Et on a appris que le conseil général du département, je sais plus lequel c'était dans le Val-de-Saône, je sais plus où c'était. Le conseil général du département avait acheté ces recueils pour qu'il y en ait un dans chaque bibliothèque. Hmm. Et alors pour moi, qui était une enfant des bibliothèques, euh, mon texte dans une bibliothèque, même si peut-être qu'il n'est jamais sorti du rayon, personne ne l'a lu, mais il y avait quand même, c'était quand même une fierté extraordinaire pour moi de penser que ce que j'avais écrit, c'était dans une bibliothèque et que tout le monde allait pouvoir le lire. Hmm. Voilà, on Ouais, a les joies qu'on peut, hein. Ah ben non, mais c'est magnifique. Au contraire, je trouve que c'est justement, tu vois, c'est aussi ça, l'écriture. Chacun vit ses accomplissements et cette fierté à sa manière. Et moi, c'est quelque chose. Le premier livre que j'ai tenu m'a permis de quitter mon travail. Ça sera quelque chose d'autre pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est passionnant, je trouve, et qui est très inspirant. Au contraire, c'est que justement, quelque part, dans ce chemin transformatoire qu'est l'écriture, on ne sait jamais ce qui en sortira. C'est toujours très positif, mais on ne sait pas. Et c'est ce côté d'incertitude et qui est très excitant en fait dans le processus de création, tout simplement, quoi. Je ne sais pas si c'est toujours très positif. Dans la majeure partie du temps, je pense que ça l'est, mais j'ai quand même croisé dans mon existence d'autrice quelques auteurs absolument aigris, Ah, alors souvent absolument persuadés d'être des génies, ouais, mais tellement trop génies que les lecteurs ne venaient pas à lui, par exemple, hein. bien sûr. Donc Et voilà. oui, oui. Là, Et on ça touche dépend comment aussi. chacun prend la question, hein, de l'écriture. Exactement. Exactement. Et là, on touche aussi est-ce qu'on accepte de se transformer par l'écriture aussi? Parce que cette question du génie, comme tu l'amènes, elle est effectivement très intéressante. Et c'est un blocage comme un autre, hein, de se trouver génial à tout égard et de refuser de travailler, que ça soit sur soi ou sur son texte. Et quelque part, ça aussi, ça peut être une preuve qu'on n'est pas tout à fait allé au bout de ce chemin de transformation. Et, et en même temps, euh, euh, je pense qu'il faut aussi parfois la naïveté de se trouver génial et après avoir l'honnêteté intellectuelle de se dire en fait c'était pas si génial. Mais si sur le coup on se trouve pas génial, on reste bloqué dans une espèce de boucle de perfection et c'est ça qui peut être aussi. C'est toujours un Oui, équilibre un peu il entre. peut y avoir ce risque aussi de ne pas pouvoir lâcher son texte tant qu'on le trouve pas totalement parfait et génial, et donc du coup on le lâche jamais. Moi, j'ai eu la chance d'échapper à ça. J'étais plutôt enthousiaste quand j'envoyais mes textes, que ce Ouais, soit voilà, c'est dans trop les bien. concours ou ou même chez les éditeurs ensuite. Et j'ai la chance enfin, d'être très contente quand je remporte quelque chose, quand je signe un contrat, etc. Mais finalement, de m'en foutre un peu si je perds. C'est pas si grave. Enfin, Hmm. je me dis, bon, bah, j'essaye autre chose. Ouais. Donc parfois, c'est un peu frustrant. Là, par exemple, euh, je me promène depuis quelques années avec quelques manuscrits de romans jeunesse que j'ai du mal à faire, à faire publier chez des éditeurs, même si ça commence à arriver. Là, il y en a un qui va l'être. Bravo. Mais voilà, je me dis, bon, bah, c'est pas cette fois-ci, il faut que je revoie, etc. Et j'abandonne pas pour autant. Je suis encore en train d'en écrire un. Donc, Hmm. voilà. Donc, on peut être un peu frustré parce que on avait envie et puis c'est comme ça. Enfin, Bien le sûr. milieu est quand même féroce. Ah bah le milieu est féroce et effectivement et puis la frustration est aussi un bon indicateur de ce qui est important pour nous. C'est toujours une métrique qui est intéressante à suivre dans le Mm. processus. Et et alors quand tu commences donc toute cette aventure de concours de nouvelles, que tu gagnes plusieurs prix, qu'elles sont publiées, à quel moment t'as l'envie de passer au roman et à te dire ok là j'ai envie de faire exister l'objet livre quelque part. Alors, c'est venu assez rapidement.
mais en même temps, le piège des concours de nouvelles, c'est qu'on est pris dans les deadlines, et Ouais. donc je remettais ça un petit peu à plus Tu remets tard. une pièce. Ouais. Voilà. Et donc la première chose que j'ai faite, ça a d'abord été plutôt d'essayer de faire publier un recueil de nouvelles. Ok. Donc en 2007, j'ai publié mon premier recueil de nouvelles qui s'appelait Mots compte double, comme le site. Ok. Euh, voilà, et qui partait, qui était où j'avais rassemblé des nouvelles qui avaient déjà eu un certain succès dans mon travail d'autrice. Et donc c'était mot compte double parce que c'était des nouvelles sur la parole, sur le lien à l'autre, sur ce que pouvait changer une parole dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, Hmm. euh, dans une histoire. Donc j'ai publié ce recueil chez Quadrature, qui est un éditeur belge, Hmm. euh, et j'en ai été très contente de ce recueil. Mais il faut que je dise qu'avant, euh, il s'était produit autre chose. Euh, En 2004-2005, je crois, donc dans cette période concours de nouvelles, je fais partie des lauréates du concours de nouvelles de ce qui était à l'époque les débuts de Quai du Polar. D'accord. Ah oui. Ok. Voilà, le gros festival de polar de Lyon, et c'était une Ouais. nouvelle policière. Et donc, ma nouvelle est publiée dans un petit recueil, un tout petit, qui est distribué pendant le festival. Alors à Incroyable. l'époque, le festival, c'était pas ce qu'il est aujourd'hui, hein. Je te parle d'un truc d'il Oui. y a 20 ans. Le festival, il a totalement explosé. Mais donc, ce tout petit recueil, avec 4-5 nouvelles lauréates, est distribué aux participants au festival. Et il tombe entre les mains d'une productrice de Radio France qui venait dans ce festival parce qu'elle produisait une émission qui s'appelait Les Petits Polars. Ok. Et donc, je me retrouve, euh, euh, elle lit ma nouvelle dans ce petit recueil, et je pense qu'elle appelle le festival pour avoir mes coordonnées, euh, voilà, et elle m'appelle chez moi. Euh, à l'époque, il n'y avait même pas de téléphone portable, hein, faut imaginer le téléphone accroché au mur, tout ça. Et donc, elle m'appelle pour me proposer de participer à son émission Les Petits Polars, en écrivant des textes, des petits polars, justement. Et donc, j'ai participé à cette émission pendant 1 ou 2 ans, jusqu'à ce qu'elle s'arrête, en fait. L'émission s'est arrêtée. Mais il s'agissait d'écrire des nouvelles policières de 7-8 000 signes blancs, à peu Ok. près, Ouais. Donc donc court quand même. 2 pages et demie, Hmm. voilà, qui étaient lues à l'antenne par des comédiens, qui étaient enregistrés par des comédiens, et c'était lu à l'antenne avec des virgules musicales, un générique, etc. Et ça passait à minuit. Et donc, ce travail-là de nouvelles, ça a d'abord été mon premier boulot lucratif, entre guillemets, comme Dans. autrice. Avant même d'avoir publié un livre, j'avais rien publié encore, j'avais publié des nouvelles à droite à gauche. Et donc pendant 2 ans, j'ai fourni des textes comme ça. Ça a été un immense plaisir, c'était très stimulant. Évidemment, je les écoutais à minuit derrière mon poste, lus par un comédien notamment. Et je recevais les DVD, enfin les DVD, les CD de ces émissions, etc. Et ça m'a tellement poursuivi que cet été, là, j'ai sorti un nouveau recueil de nouvelles qui s'appelle Ça va être tout noir. Et Ça va être tout noir, c'est le recueil de toutes ces nouvelles-là que j'ai écrites pour la radio Oh là là. et dont je me sers encore parce que depuis des années, je les lis. Je fais des lectures publiques avec ça, et notamment, je fais une sorte de lecture-spectacle qui s'appelle Cocooning Polar, où je lis ces textes en public pendant que les gens boivent une boisson chaude et grignotent des biscuits, enfin un truc comme ça, un truc un peu fou sur l'oralité, quoi. Voilà, donc ça a été aussi une longue étape qui m'a aussi beaucoup formée à l'écriture radiophonique, à écrire vite et bien pour que ce soit calé dans les deadlines, parce que c'était quelqu'un qui pouvait vous appeler le lundi pour vous dire lundi prochain on a un enregistrement, on aurait besoin de 5 textes. Et moi, évidemment, je disais bah oui, oui, pas de Oui. souci, j'ai presque fini. Et puis je raccrochais, puis je me disais bon, alors j'en ai écrit un.
il faut encore en écrire 4, quoi. Donc en une semaine, il fallait fournir. Et curieusement, ce sont pas les textes que j'ai écrits le plus rapidement qui ont eu le moins de succès. Au contraire, enfin Ouais. certains ont été beaucoup rediffusés, Mm. parce que quand on est dans le feu de l'action, parfois ça produit des choses, ça Ouais. transcende un peu les trucs plan-plan qu'on pourrait écrire. Voilà, Ouais. donc ça c'est une partie du parcours. Ensuite, j'ai publié ce premier recueil de nouvelles. Et dans la foulée, quelques mois plus tard, j'ai publié mon premier roman. Et là encore, c'est une sorte de hasard, mais c'est la suite de l'affaire, c'est-à-dire que mes textes passaient sur Radio France le soir, et il y a une, euh, une éditrice qui travaillait dans une maison d'édition de polar, qui a entendu un de mes textes, qui a obtenu mes coordonnées et qui m'a appelé pour me demander si elle pouvait lire un roman policier de moi dans ce même style. Là encore, je me suis demandé si c'était pas une copine de l'hôpital qui me faisait des blagues quand même, c'était très étrange. Quelqu'un qui vous appelle en disant voilà, je suis éditeur, euh, je reçois sans arrêt des manuscrits, mais c'est le vôtre que je veux lire. C'est quand même un petit peu, voilà, un peu particulier. Et donc elle m'a demandé est-ce que par hasard vous auriez écrit un roman que vous pourriez m'envoyer. Et moi j'ai répondu bah oui oui bien sûr. Ben, j'ai écrit un roman, mais là quand même il me faudrait un petit peu de temps pour le relire, pour faire des corrections, pour le retravailler un petit peu. Et elle me dit banco, je vous donne 3 mois. Dans 3 mois, le roman, vous l'envoyez à cette adresse mail. J'ai raccroché et je n'avais pas écrit de roman, bien sûr. C'est-à-dire que enfin, c'était du bluff. Parce que quand un éditeur vous appelle chez vous, vous dites pas non. Enfin, moi, en tout cas, mon idée, c'était qu'il fallait pas dire non. Il fallait dire oui, mais bien sûr. Et donc, le, le roman que j'allais écrire tenait sur un post-it qui était collé sur mon bureau, où il y avait marqué quelque chose comme un commandant de police judiciaire devient aveugle sur une scène de crime. Et il poursuit son enquête à l'aveugle, tout en allant voir une psychanalyste pour comprendre pourquoi il est devenu aveugle. Puisque en fait, il devient aveugle, mais il n'y a pas de cause organique, donc c'est Mm. psychique. C'est Voilà, donc ça tenait traumatisme. sur un post-it, hein. Et ça a été, donc j'en ai fait un roman. J'en ai fait un roman assez épais d'ailleurs à l'époque, que j'ai envoyé à la date prévue, qu'elle a publié et qui a eu le prix Cognac. Donc il y a une espèce de truc là, euh, C'est incroyable. complète- complètement fou quoi, parce que ça ressemble à un film. Enfin, Ouais. et donc tout ça finalement parce que j'avais envoyé une nouvelle au concours de nouvelles de Quai du Polar, qui m'avait fait rentrer à Radio France et ben voilà, une espèce de concours de circonstances comme ça, mais qui m'a beaucoup plu. Et donc, je me suis retrouvée à Cognac pour la remise des prix sur une grande scène, remise des prix par le président du jury qui était Jean-Christophe Granger. À Mm. l'époque, Jean-Christophe Granger, c'était une figure, ça l'est toujours, mais voilà, enfin, devant tout le monde, moi qui n'était pas du tout préparée à ça, en fait. Qui venait avec ma robe de chez Monoprix, voilà, ben, des chaussures de tous les jours, et je me suis retrouvée dans des cocktails, à manger du caviar, au milieu de C'est fou. stars, à discuter avec Julien Clerc alors que, ben, enfin, j'étais complètement stupéfaite. On a discuté avec Julien Clerc de la crème de sardine qu'on était en train de manger sur nos toasts. C'est-à-dire toute ta vie, tu peux rêver de rencontrer Julien Clerc, et le jour où tu le rencontres, tu parles de crème de sardine, tu vois, c'est le truc Ouais. un peu fou. Mais bon, Imprévisible. imprévisible. C'est passionnant. Je trouve ça hyper touchant, hyper inspirant, parce que on sent en fait l'effet papillon parce que tout part finalement de ta copine à un moment qui te fait participer à un concours de nouvelles. Ah oui, Et tu vois, je disais le hasard tout à l'heure, mais en fait il n'y a pas de hasard. C'est tu te plies,
tu rentres dans ce circuit-là, tu t'amuses, t'écris, et de fil en aiguille, il se passe des choses extraordinaires. Et c'est incroyable. Et puis t'as aussi on dit souvent que le succès est un enfant de l'audace, et quelque part le moment où tu dis à l'éditrice, oui, il est presque fini, 3 mois c'est tout bon. Et quelque part c'est ça aussi, c'est doser, voilà. Et et ouais, C'est-à-dire que moi, j'avais l'idée que si tu ne saisis pas les opportunités qui s'offrent à toi, eh bien, tu exactement. peux. J'étais entourée en plus de gens qui envoyaient des manuscrits depuis et des années partout, qui avaient que des refus, ou même pas de refus, même pas d'accusé de réception de quoi que ce soit, ou une lettre type. Et donc là, oui, il y a vraiment, ça a été très vite dans ma tête. Je me suis dit, Ah bah oui. surtout tu refuses pas. Et en même temps, 3 mois, c'était de la folie. Ah Trois bah mois pour oui. écrire un Oui, oui. premier roman quand t'as jamais écrit de roman. Euh, Surtout que moi j'écrivais des nouvelles de plus en plus brèves pour la radio. C'était serré quoi. Hmm. Et d'ailleurs ça a été la plus grosse difficulté pour écrire ce roman, c'est que je suis partie sur le rythme des nouvelles. Alors, c'était à la fois une difficulté et peut-être que ça a été une richesse parce que finalement, c'est un petit peu comme si chaque chapitre était une nouvelle et demandait au Hmm. lecteur de lire la suite. Donc, je suis partie sur quelque chose de très rythmé, alors que pour un roman, il faut tenir sur la longueur, faut s'accrocher. Et puis surtout, c'était une période pas simple parce que je travaillais à l'hôpital. J'avais des enfants, une famille dont il fallait que je m'occupe. J'étais encore présidente des parents d'élèves et je venais de reprendre la fac et de faire, enfin, je faisais plein de choses en C'est réalité. fou, c'est Et fou. donc il y Bravo. a eu 3 mois là complètement fous où me suis jetée dans cette écriture de ce roman sans savoir où j'allais en fait. Et je l'écrivais au kilomètre, c'est-à-dire j'écrivais. J'ai réussi à finir suffisamment tôt pour avoir le temps de relire l'ensemble, mais pas le temps de faire énormément de corrections. Alors j'ai la chance d'avoir une orthographe qui tient la route à peu près, Oui. mais voilà. Enfin, et j'ai envoyé ce manuscrit comme oui, comme on renvoie le ballon, quoi. Enfin, il y a vraiment Hmm. euh, un truc où t'as pas le temps de réfléchir en fait. Allez, faut y aller. Euh, et finalement, ça m'a réussi. Hein. Donc, il a eu un deuxième prix aussi, un prix des lycéens, le prix Jean Zay des lycéens. Et il a un peu tourné dans les classes de seconde, bien qu'il y ait dedans une scène un peu légère. Euh, mais bon, ça n'avait pas du tout l'air de gêner les lycéens, hein, une scène un peu légère. Bien sûr que non. Ouais. Ah, Voilà. c'est, Et, tu peux pas savoir comment ça m'énergise ce que tu racontes. Et je trouve ça, ouais, c'est trop cool. C'est hyper, euh, tu vois on a souvent ce truc de dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et quelque part, bon bah voilà, c'est la preuve que tu peux avoir plein de choses et quand même. Et d'ailleurs, j'ai envie de te poser la question à ce moment-là, sur ces 3 mois où du coup tu cumules quand même beaucoup de d'impératifs et du coup il y a cette date en plus. Euh, Comment tu fais pour entre guillemets encaisser ça, organiser tout ça? Est-ce que c'est réfléchi ou très instinctif peut-être? alors, j'avais déjà une capacité de travail à cette époque-là et j'avais déjà délégué un certain nombre de tâches chez moi. D'accord. Je suis pas une mère ménage. Hein. Hmm. J'avais la chance d'avoir un conjoint qui m'a dit banco, vas-y, hein, Ouais. fais. Euh, mais voilà, enfin, je suis partie à fond de ballon. Mais à fond de ballon, ça devait être septembre, octobre, novembre. Donc 3 mois pleins, puisque je me souviens qu'il fallait rendre le manuscrit au 1er décembre. Ok. Voilà. Mais donc c'est quand même une rentrée. Hein. Voilà, une rentrée à la fac, un peu tout ça. Mais je ne sais pas. Je sais que dès que j'avais terminé le repas, je me mettais au boulot, donc tous les soirs jusqu'à minuit, 1 heure du matin, ce qui était un peu dur de se lever le lendemain matin. Tous les week-ends entièrement et toutes les vacances de la Toussaint. Je n'ai fait que ça, écrire. J'en devenais un peu zinzin, hein, c'est-à-dire Oui, qu'à un bien moment sûr. donné, mais en même temps, ça a eu ce grand avantage qu'à aucun moment je n'ai lâché mes personnages ni mon intrigue. Donc Hmm. je savais toujours où j'en étais. J'avais besoin de relire un ou deux chapitres avant de reprendre, mais je fais tout le temps ça, je continue de le faire. Mais ça a le grand avantage qu'effectivement, on sait où on va, alors même que moi je suis quelqu'un qui fait pas de plan.
Oui. Je n'écris pas de plans, ou plutôt, je sais faire des plans. Je fais des très beaux plans, hein, vraiment, ils sont magnifiques. Mais une fois que j'ai fait un plan, j'ai absolument pas envie d'écrire le livre. C'est un peu comme Hmm. si le plan Oui, avait éteint le livre. ouais, ça déconnecte de ce truc un peu inconscient, instinctif qu'on peut connaître dans l'écriture et il y a un truc trop rationnel, trop prévisible qui est ouais, qui est pas forcément agréable. Je suis d'accord. Voilà, donc j'écrivais un roman sans vraiment savoir où j'allais. Je savais juste que Eric Lanester, puisque c'est lui, que c'est le nom qu'il a fini par avoir. Je savais juste qu'il menait deux enquêtes en parallèle, une enquête sur son histoire qui pourrait expliquer pourquoi il était devenu aveugle brusquement pour des raisons psychiques, et une enquête sur un tueur qui arrachait les yeux de ses victimes. Voilà, donc il y avait une espèce Ah, ouais, ça se parlait. voilà, Hmm. ça se parlait, et j'étais juste avec ça en tête, et j'avançais. Euh, Parfois en journée, j'écrivais des choses parce qu'il me venait des idées, mais ça se passait surtout le soir et la nuit. Voilà. Et alors, Hmm. parce que l'histoire n'est pas finie, parce qu'elle paraît étrange, hein, ça fait déjà un peu, ça ferait presque un roman rien qu'à soi. L'histoire n'est pas finie parce que donc une fois que ce livre a été publié, qu'il a eu ses deux prix, il a été très distribué parce que le prix Cognac c'était très mis en avant. Voilà. Et il est tombé pendant l'été entre les mains d'une dame qui l'a lu sur la plage. Et il se trouve que cette dame était productrice de fiction télé. Ah, j'adore. Elle a lu ce livre et elle a eu un coup de cœur pour ce livre. Elle s'est dit, il faut qu'on l'adapte. Et donc, elle a joint l'éditeur pour lui demander est-ce que les droits d'adaptation sont libres, est-ce qu'on peut acheter les droits pour en faire une série policière pour France Télévisions. Euh, et donc ça s'est fait. Il y a eu tout un C'était très rocambolesque parce que l'éditeur n'a pas répondu, l'éditeur n'a pas vu le mail, il n'a pas répondu. Donc cette dame a fini par me contacter via mon site d'autrice. Comme quoi, il faut avoir des sites d'auteurs Il parce faut que avoir un moyen de. Ouais. ouais, ça m'a apporté plein de choses d'avoir un site avec un formulaire, soit des invitations à des festivals, etc. Mais là, quand même, ça m'a apporté un mail d'une productrice scellée qui m'a dit on veut adapter ce film et donc ce livre et donc ce livre et les deux suivants parce que ça a été une série, j'en ai écrit deux autres, a fait une série télé, la série Lanester. Anestia. Attends, je tape parce que du coup, ça m'intrigue. Putain, c'est fou parce que c'est vraiment quand tu demandes à quelqu'un qui se projette dans l'écriture d'un livre qu'il a jamais forcément fait, le scénario un peu rêvé en tête, c'est j'écris un livre qui marche bien et qui est adapté à la télé. Et quelque part, ce qui est beau dans ton parcours, c'est que ça prouve que ça peut arriver. Et donc que le voilà, il y a un chemin qu'on peut suivre pour vivre Oui, ça et oui, c'est génial. ça prouve que ça peut arriver puisque c'est arrivé. Alors après, j'ai découvert que l'adaptation télé, c'est pas un Graal. Oui, Alors ça oui, l'était pas pour moi parce que pour le coup, j'y avais jamais songé à ça. J'étais d'accord. pas très télé, donc j'avais pas du tout imaginé ça. Mais voilà, donc j'ai été embarquée dans l'aventure de la série Lanester. J'ai participé au scénario, j'ai travaillé sur les dialogues, j'ai travaillé sur la partie psy puisqu'il y avait une psy dans la Hmm. série. J'ai été à des tournages, j'ai rencontré des comédiens, j'étais à des projections. Enfin, c'était une belle aventure, mais c'est pas ça n'a jamais été aussi intense que de publier un livre ou Hmm. que de rencontrer des lecteurs en fait. Euh, alors là, la série c'est pas rien parce que le comédien principal de la série, celui qui jouait Lanester, c'est Richard Berry, par Ok. exemple. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de comédiens, les comédiens de la série, dont certains vraiment étaient des gens extrêmement chouettes. D'aller sur les tournages, c'est pas quelque chose que tu fais facilement, en fait. Moi, j'ai été Ouais. invitée sur les tournages, ça m'a passionnée. Mais voilà, c'est pas, enfin, pour que ce soit un Graal, il aurait fallu que j'en rêve. Donc peut-être qu'effectivement, des auteurs Ah. qui en rêvent, pour eux, c'est extraordinaire. Moi, c'était sympa, mais ça a été aussi énormément de travail. Ça m'a rapporté un peu d'argent, forcément, mais c'est aussi beaucoup de frustration parce que
entre le livre que tu as écrit, et mes livres ont quand même pas mal d'humour, et la série qui en est sortie, il y a vraiment voilà, il y a un bug, quoi. Enfin, c'est pas le, voilà. Mais Ouais. c'est comme ça. C'est, Mm. Ok. donc, mais oui, donc on peut dire effectivement à des auteurs qu'il faut y croire quand même, parce que Oui, c'est totalement. possible. C'est pas Exactement. possible tout le temps avec tout le monde, Bien mais c'est sûr. possible. Mais c'est ça qui est intéressant dans la notion de rêve et d'objectif, c'est que oui, on s'en donne un et tous les jours, on essaie de faire un petit pas vers le fait de l'atteindre. Et peut-être qu'il sera atteint, pas atteint, on sait pas, mais en tout cas, c'est de toute façon tout le chemin et tout ce qu'on parcourt qui fait que à la fin, on arrive à quelque chose dont on en tire quelque chose de positif. Et, et là, ce que tu évoquais sur le fait de voir finalement ton histoire réadaptée, euh, est-ce que comment t'as parlé de frustration et qu'est-ce que ça fait finalement de voir son histoire, euh, enfin, quelqu'un se réapproprier son histoire? Est-ce que c'est pareil que par exemple un lecteur qui te partage une lecture très particulière qu'il a pu avoir de ton livre, ou c'est totalement Ah non, différent? alors c'est vraiment différent parce que Ok, le lecteur, il a le droit de lire le livre avec le regard qu'il a. De toute oui, façon, j'ai l'idée que autant de lecteurs, autant de regards. Et donc, moi, je suis très souvent sollicitée par des lectrices, c'est surtout des lectrices, qui me disent, ben voilà, dans ce livre, j'ai adoré ça, ça m'a touché, etc. hmm, Et c'est différent de la lectrice d'avant ou de la lectrice d'après. Là, c'est pas pareil parce que le résultat de l'adaptation va être exposé aux yeux de tous avec ouais, ton ok, nom. Or, tu peux ne pas être d'accord avec le résultat, précisément hmm, la manière dont les choses sont présentées, etc. Et notamment, moi, je suis très sensible à la chose politique et à la manière dont, euh, enfin, aux aspects sociétaux. Et mon héros, Eric Lanester, c'était un flic bougon, mais très sensible et hmm, plutôt un intello qui réfléchit, qui essaie de ressentir, de comprendre les choses de l'intérieur comme ça, qui enquête, mais qui est plutôt du côté de la réflexion. Euh, et dans la série, il se trouve que le réalisateur était un ancien flic de la BAC. Et donc lui, pour la série, il voulait un homme d'action, un vrai, un viril, un dur qui enfonce oui. les portes et qui tabasse les témoins, en gros. Hein. Enfin, c'était plutôt ça son truc. Et donc moi, Ah, je t'ai perdu. Où on en était? Oui, tu disais que le personnage d'Eric, il y avait une volonté d'en faire quelqu'un d'un peu plus rentre dedans, je dirais, en tout cas dans la définition. oui, Donc, le genre de flic viril, enfin, qui va du côté de l'action, quoi. hmm, Dans mes livres, à aucun moment il tire un coup de feu, en fait. C'est pas ça l'essence du personnage. C'est plutôt du côté de la réflexion. Et là, quand même, il fallait qu'il sorte son flingue. C'était le hmm, signe. Et à un moment donné, si je me souviens bien, dans un des épisodes de la série, il n'arrive pas à utiliser son flingue. Il n'arrive pas à tirer. Et donc là, c'est l'effondrement, ça affole tout le monde, alors que, enfin, parce que comme si c'était, comme si la virilité du personnage se traduisait dans le fait qu'il pouvait tirer oui, avec oui. son flingue sur un type qui s'enfuit, alors que très précisément, c'est pour moi c'est l'inverse de la virilité, d'avoir besoin de sortir un flingue enfin, donc voilà, il y a eu beaucoup de désaccords. Euh, on avale beaucoup de couleuvres dans une adaptation. En règle générale, d'ailleurs, les auteurs n'y participent pas. Moi, je me suis imposée parce que je voulais pas que notamment que la vision du psy que j'avais mise dans mon bouquin soit totalement dénaturée, parce que c'était parti pour ça hein, avec Oui. le premier scénario. Euh,
Donc je me suis imposée et j'ai été contente de m'imposer. Mais je sais qu'en général, les réals, ils n'aiment pas avoir les auteurs dans les pattes parce que les auteurs, ça protège son œuvre et je pense que les Hmm. auteurs ont raison de protéger leur œuvre. Mais la logique télévisuelle, c'est pas la logique littéraire. Non, c'est Et totalement le différent, c'est vrai. voilà. Et puis il y a le rapport à la chaîne qui elle veut tel ou tel truc très calibré, très formaté, alors qu'un auteur, lui, il veut pas faire du formaté. Enfin, ça dépend Hmm. des auteurs, mais c'est pas mon cas en tout cas. Et parmi tous les livres que tu as pu écrire, est-ce qu'il y en a un dont tu es particulièrement fier aujourd'hui ou qui t'a marqué particulièrement? Alors, il y a un livre qui a été très important pour moi et malheureusement, c'est pas celui qui a eu le plus de succès. Euh, c'est un livre qui s'appelle Maternité et qui est sorti en 2018 chez Albin Michel. Ok, Euh, et ce livre, ça a été un énorme travail pour moi. Il faut savoir que comme psychologue, ma spécialité, c'est les mères et les nourrissons. ok. Donc, les femmes enceintes, les mères, les nourrissons, les jeunes parents. Et Maternité raconte l'histoire de Clara, qui est une jeune femme euh, qui décide sur un coup de tête de devenir mère parce que c'est le moment au fond. L'horloge biologique. Enfin, il y a elle a tout un cheminement assez étrange qui la pousse à devenir mère, euh, mais qui n'a strictement rien à voir avec le désir d'enfant. Ok. C'était pas, elle est pas du coup, c'est pas du côté du désir, c'est ben, son mari veut un enfant, elle a une collègue qui est enceinte, elle se dit bon allez, on va se lancer dans une grossesse. Sauf que on voit dès les premières lignes du roman que c'est une femme très particulière, très en difficulté dans le lien à l'autre. Et dès la grossesse, elle va être envahie de réminiscences de son histoire, de voix qui la ramènent à des choses de traumatiques de l'enfance. Et ensuite, pendant l'accouchement, dans le postpartum, elle se montre très vite en grande difficulté pour rencontrer son bébé. C'est difficile pour elle de rencontrer ce bébé qu'elle vit comme d'ailleurs qu'elle appelle la petite tigresse. Elle la vit comme dévorante, comme un bébé qui la prend sous son emprise. Et il va lui falloir un long cheminement, une longue dégringolade euh, pour accepter d'aller rencontrer quelqu'un et de parler de Hmm. ça et pour accepter de l'aide en fait pour pouvoir rencontrer ce bébé et en même temps elle lâche jamais l'affaire, c'est-à-dire qu'elle veut quand même y arriver, c'est-à-dire elle est pleine de défauts et de difficultés, mais elle a quand même ce point-là où où elle veut quand même y arriver, voilà. Et donc c'est le premier roman non policier. C'est pas un polar, même si les gens qui me connaissent et qui l'ont lu disent bah, tu l'as écrit comme un polar, même si c'en est pas un. C'est-à-dire qu'on peut pas le lâcher. Mais c'est le premier roman que j'ai écrit à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire en tu. D'accord. Ah. Euh, voilà, c'est comme si je m'adressais au personnage. Et quand tu liras La souris qui voulait sauver l'ogre, Hmm. tu verras, c'est aussi un roman en tu. Euh, Ah. voilà. Et donc, ce roman, il m'a pris beaucoup de temps à écrire parce que d'abord, c'était la première fois que j'écrivais à la deuxième personne. J'étais pas sûre d'y arriver. J'étais pas sûre d'aller au bout de cette écriture-là. Et puis, surtout, j'y ai mis beaucoup de ma pratique professionnelle, de ce que les parents m'ont appris au fil des ans, Hmm. depuis très longtemps que je reçois des jeunes mères et des bébés. J'y ai mis aussi beaucoup de ce que je savais du bébé, de comment un bébé réagissait, etc. Voilà. Et donc, ça fait un livre assez épais, un manuscrit assez épais, euh, que j'ai envoyé par la poste, puisqu'il ne pouvait pas du tout être pris par mon éditeur de polar, en fait. Ça n'avait rien à voir. Donc, j'ai envoyé ce manuscrit par la poste à 3 éditeurs, je crois, euh, dont Albin Michel. Et l'éditrice d'Albin Michel, qui a eu ce livre, ce manuscrit entre les mains, m'a appelé peut-être même pas une semaine après l'envoi
Donc j'envoie le manuscrit, vraiment la bouteille à la mer, hein, parce que je connaissais personne, à part mon éditeur de polar, je connaissais personne. Donc j'envoie ça, voilà, et je reçois un coup de fil un mercredi d'une éditrice qui me dit voilà, je suis page 21, j'aime beaucoup, je voudrais savoir si s'il est libre. Parce que parfois, tu peux être en train de lire un manuscrit et puis entre-temps, il a été pris ailleurs, quoi. Ouais. Et donc j'ai dit, bah oui, oui, il est libre, enfin, c'est encore un coup de fil un peu incroyable, enfin, Bah oui, bon, oui, puis ouais, et Alba Michel. Et donc, voilà. elle me dit, bon, bah écoutez, je vais continuer de le lire, mais moi j'aime beaucoup, donc on va voir ce qu'on peut faire. Et le même jour, j'ai reçu un mail d'un autre éditeur, euh, tout aussi prestigieux, mais dont je tairai le nom, mais chez qui j'aurais adoré être publié, et qui m'a dit à peu près la même chose, et qui m'a demandé la version numérique pour pouvoir l'emporter en voyage, etc. Et puis j'ai su qu'il avait été en comité de lecture chez un autre éditeur, donc il avait passé le premier barrage de l'ouverture des enveloppes, etc. Mais je l'ai su très longtemps après, parce qu'on m'a répondu qu'on le prenait pas. Et donc avec Alba Michel, donc ça s'est fait assez rapidement. Euh, Enfin, ça a été conclu assez rapidement, même si après, il a mis peut-être un an et demi avant d'être publié. Bien Et il a sûr. été publié à un moment qui n'était pas favorable, euh, un moment de l'année qui n'était pas favorable à ce type de roman. Et surtout, il a eu extrêmement peu de soutien de la part Mm. de cette maison, parce que on peut être publié dans une grande maison et ne pas du tout être soutenu Mm. par cette grande maison. Et parfois, il vaut mieux une maison un peu plus petite qui fait un vrai travail éditorial, qui soutient les auteurs, moi, de la part d'Albin Michel, je n'ai rien eu entre guillemets. J'ai été invitée à aucun festival. Euh, L'attaché de presse n'a pas fait le boulot, clairement. Enfin, Mm. l'attaché de presse euh, qui faisait pour la presse parisienne, parce que l'attaché de presse qui faisait pour les droits étrangers, elle a un peu plus fait le boulot. Mais voilà, donc c'est à la fois un roman qui m'a énormément tenu à cœur, que je porte encore, donc depuis 2018, je le porte comme un long-seller, comme un livre qui doit continuer de vivre, qui n'a pas eu la chance de passer en poche, parce que vraiment, on ne s'est pas occupé de ce livre, hein, clairement, qui a eu un prix, qui a eu un prix franco-suisse, qui m'a permis de rencontrer énormément de lectrices de ce livre, parce que c'était un prix de lecteur. Donc vraiment, je sais à quoi ce livre a servi auprès des lectrices, des femmes. J'ai vraiment eu énormément de témoignages de gens qui m'ont dit ce personnage, c'est moi, j'ai vécu ça, mais j'osais pas le dire. J'ai vécu une dépression du postpartum, mais personne ne m'a aidé ou je savais pas que ça existait. Le livre a mis des mots là-dessus. Donc ça compte énormément pour moi, mais c'est une grande déception parce que ce livre Mm. n'a pas été soutenu en fait. Il est sorti. Le premier jour de sa sortie, il y avait même pas un exemplaire en rayon à la Fnac. Mm. C'était vraiment un coup d'épée dans l'eau, quoi. Et donc j'en ai gardé une très grande frustration, euh, Mm. tout en sachant que ce livre m'a beaucoup apporté, enfin de rencontres, etc. Et donc, je n'ai pas souhaité continuer avec Alba Michel à cause de ça, parce que moi, j'écris pas des livres pour qu'ils restent dans des cartons chez l'éditeur. Mm. Et c'était la première fois que ça m'arrivait à un livre qui n'était pas du tout soutenu comme ça. Mm. Et c'est là que j'ai découvert que chez les grands éditeurs, si t'es pas déjà très connu, si t'es pas une comédienne ou quelqu'un qui a eu un grand prix ou quelqu'un qui est journaliste ou autre, ou quelqu'un qui fait de la politique d'extrême droite, bah t'es pas forcément soutenu Mm. pour publier quoi. Enfin, c'est-à-dire que Ouais. c'était quand même l'éditeur de Zemmour, ils ont distribué des centaines et le mien il était nulle part. Enfin, Ouais, c'est le vraiment le la deuxième partie de parce que jusqu'à ce que t'envoies le manuscrit à un éditeur quelque part tu restes dans la partie très artistique de l'écriture
qui est d'ailleurs la partie sur laquelle il faut se concentrer au début, hein. Et après, t'as toute la partie quand tu travailles avec un éditeur, et là, c'est presque plus artistique. Il y a quelques corrections éditoriales, évidemment, mais après, ça devient de la com, du marketing. Et là, malheureusement, euh, en tout cas dans ma philosophie, moi, d'artiste, entre guillemets, il y a plus que l'art, il y a pas que l'art qui compte, il y a tout le reste autour. Et ça peut être extrêmement frustrant. Et, et il faut en être au courant, évidemment. Mais à mon sens, il faut pas non plus penser à ça quand on est dans la démarche d'écrire. Surtout que tu vois, quand toi, tu portes un sujet qui est aussi important pour toi, parce qu'il touche aussi au métier que tu peux faire, etc. Un thème en plus très important. Euh, Quelque part, tu vois, tu avais aussi envie de l'écrire. Évidemment qu'on a envie qu'il soit publié, mais le fait que, comme tu l'as dit, que tu l'aies écrit et puis que tu aies quand même eu des retours de gens, c'est déjà important, quoi. Après, malheureusement, ouais, effectivement, parfois le côté commercial Oui, est dur. c'est très, ça peut être très dur parce qu'on est très impuissant. Pour ce Oui, livre, j'ai quand même lu quelques articles, mais les articles que j'ai eus, dans leur grande majorité, c'est moi qui les ai décrochés parce que comme j'avais déjà un peu publié, j'avais hmm, quelques contacts, donc j'ai fait jouer ces contacts-là. Mais clairement, un livre, s'il n'est pas soutenu par un éditeur, euh, il a peu de chance. Ou alors, il faut être quelqu'un qui a une grande communauté sur Internet, ce qui n'était pas mon oui, cas à l'époque. Hein, donc oui. quelqu'un qui a effectivement Et puis ça là, lui généralement, t'es bien soutenu par l'éditeur, tu vois. Donc c'est aussi, voilà. Mais c'est ouais, exactement ça, c'est-à-dire que je crois que les éditeurs ne prêtent qu'aux riches. Donc, si tu es déjà populaire et connu, même si tu as écrit une semi-daube, tu peux être soutenu, on va te mettre en avant, on va t'inviter, on va faire des choses, hmm, etc. Euh, le problème, c'est que la presse suit un peu ça aussi, et bien sûr. euh, voilà, sur les radios, c'est un peu toujours les mêmes têtes qu'on voit pour faire la promo, c'est un peu Hmm, toujours les mêmes auteurs, y compris quand c'est leur premier livre, mais parce qu'ils sont connus, parce qu'ils sont la belle-fille de quelqu'un de connu, enfin bien voilà, sûr. voilà. Et Donc ça, à c'est, mon, Mm, vas-y. ok, pardon. À mon sens, tu vois, ça c'est aussi la, la conclusion qui est importante derrière tout ça. Si je devais en tirer une leçon positive, c'est que c'est pour ça que c'est important quand on est dans l'acte d'écrire et de créer, de quand même se connecter à pourquoi c'est important pour nous, pourquoi ça a du sens pour nous et pourquoi on aime ce chemin finalement. Parce que effectivement, la finalité, que ça soit financière ou de popularité, est pas forcément au rendez-vous. Et c'est pour ça que ça, tu peux pas t'accrocher à quelque chose comme ça qui n'a pas forcément de sens pour toi. Sinon, c'est une souffrance. Le chemin est douloureux et la finalité est douloureuse. Et la preuve, enfin, à force de discuter avec des auteurs, je remarque quand même que un point commun qu'ils ont tous, c'est qu'en fait, quel que soit le parcours qu'ils ont suivi, quelle que soit la longueur de ce parcours, ils sont toujours connectés à leur amour de l'écriture. Et c'est ça qui fait qu'ils tiennent dans le temps, c'est ça qui fait que, comme tu l'as pu le partager avant, il y a des opportunités qui s'ouvrent à eux, qui peuvent saisir, et voilà. Oui, oui, c'est très important en effet de se souvenir qu'on n'écrit pas pour la gloire ou pour la popularité, mais c'est en même temps un point soutenant quand un roman marche bien, Bien sûr, bien sûr, parce que ça encourage à poursuivre. bien sûr. C'est vrai que après la publication de Maternité, quand j'ai vu que j'avais ce roman sur les bras finalement et qu'il se passait rien, enfin il se Mm. passait pas rien puisque j'avais en fait il s'est passé beaucoup de choses autour de Maternité en réalité. Donc il y a eu le prix Lettres Frontières là qui est le résultat de de lecture dans plein de médiathèques en Suisse et en France, Mm. qui fait que le livre a été choisi, que j'ai rencontré, j'ai fait une tournée des médiathèques. Alors ça, c'était en 2020, ça s'est arrêté à cause du Covid, mais j'ai rencontré beaucoup de lectrices, c'était vraiment intéressant. Il y a eu plein, à l'époque, j'avais pas du tout Instagram, j'avais même pas l'idée que ça existait, je crois. Donc, j'ai eu des messages via mon site de femmes qui avaient lu le livre et qui m'ont dit à quel point ça les avait touchées parce que ça parlait de leur histoire. J'ai eu des lettres dans ma boîte aux lettres de gens qui m'ont trouvé parce que c'est facile de me trouver, je suis psychologue, donc dans la boîte aux lettres de mon cabinet, j'ai reçu des lettres, là encore de Incroyable. femmes, donc le truc complètement improbable, quoi. Euh,
Et puis le jour où je me suis inscrite sur Instagram, je me suis aperçue qu'il y avait plein de billets sur Instagram, mais que j'avais jamais vu puisque j'étais pas inscrite. Et on m'en parle encore de ce livre. Il a fait partie d'un colloque au mois de juin. Euh, il y a une Australienne qui a écrit un article dessus, une Belge, Incroyable. une Polonaise qui en parle dans sa thèse. Enfin, c'est des choses incroyables. Il se C'est passe des clair. choses incroyables autour de ce livre. Mais par exemple, la semaine dernière, j'étais à un colloque de périnatalité. J'ai signé énormément d'exemplaires au monde, non, à la librairie du colloque, énormément d'exemplaires de On noie bien les petits chats et de La souris qui voulait sauver l'ogre. Et Albin Michel n'avait livré qu'un seul exemplaire de maternité. C'est-à-dire que Ouais. même 7 ans après, il continue de ne rien soutenir de ce livre, puisque la libraire en avait commandé plein et il y en avait un exemplaire, Bon. alors que j'aurais pu en signer 30 ou 50. Enfin, Bon, tu ouais. vois, donc Bon. ça reste malgré tout une bataille, quoi. Enfin, Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'à la fin, bon, on s'attend plus à rien, mais on est quand même déçu, quoi. voilà, Donc, c'est exactement ça. C'est là, et c'est arrivé à plein de festivals, c'est-à-dire que les ouais. exemplaires n'arrivent pas, ou alors ils arrivent 8 jours après, ou alors ils arrivent dans un carton où ils n'ont pas été arrimés, donc ils sont tout Ouais, donc ils déchirés, sont tout déchiquetés, ouais, ok. etc. Enfin, il y a une espèce de truc là, de malédiction entre guillemets autour de ce livre. Mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est aussi pour dire que le travail d'écrivain, c'est pas que le bonheur de l'écriture ou de la publication, c'est aussi des déconvenus, Ah bah, c'est aussi des bagarres. c'est ça qui fait un parcours aussi, et c'est pour ça que on profite d'autant plus des réussites qu'on peut avoir. Et oui, oui, et bien sûr, si tout était rose et que tout se passait super bien, bah, tout le monde écrirait. Il y aurait aucun auteur qui abandonne leur manuscrit au milieu. Moi, mon métier servirait à rien. Enfin voilà, il y a plein de. Évidemment, l'écriture, c'est aussi, c'est ouais, c'est, c'est l'écriture. Voilà. J'aurais envie de le conclure comme ça. Ouais. Et parmi tous les retours que tu as pu avoir sur ce livre là, qui compte quand même beaucoup pour toi, euh, quel est celui qui t'a peut-être le plus touché? Euh, C'était dans une bibliothèque en Haute-Savoie, je sais plus le nom de la bibliothèque, parce qu'il y en a eu pas mal. Euh, j'ai été invitée pour parler de ce livre après le prix Lettres Frontières, et majoritairement euh, les lectrices de cette bibliothèque avaient voté pour mon livre pour le prix. Hmm. Donc je suis arrivée dans un club de fans, hein, littéralement. La bibliothèque était remplie à ras-bord. On est allé chercher des chaises dans je sais plus trop quoi qui était à côté Trop pour faire bien. de la voilà. Et il y avait là une vieille dame avec sa fille, qui était une dame peut-être une cinquantaine d'années, sa petite fille qui était enceinte jusqu'aux yeux. Oh, Donc il y avait 4 générations. de maman. Et cette vieille dame a pris la parole tout de suite pour dire à quel point ce livre avait été extrêmement important pour elle, Hmm. parce que parce qu'elle avait vécu une dépression postpartum. Faut savoir que la dépression postpartum, ça touche 15 à 20% des mères. Ah oui. On pourrait dire une mère sur 5 fait une Hmm. dépression postpartum dans l'année qui suit la naissance de son bébé. Et donc cette femme, elle habitait dans une ferme, elle avait eu fait une dépression à la naissance de chacun de ses bébés. Euh, et personne s'était aperçu de ça. Elle avait masqué ça parce qu'elle avait honte, parce que on fait croire aux femmes que quand on devient mère, tout est rose, merveilleux, extraordinaire et qu'on est profondément heureuse. Or, 1 sur 5 qui fait une dépression, ça veut dire 1 sur 5 qui vit pas du tout ça, quoi. Hmm. Qui vit plutôt la sensation d'être une mauvaise mère, de pas savoir s'y prendre, d'être mauvaise parce qu'elle aimerait pas assez son bébé, parce qu'elle pleure, etc. Et donc cette femme avait vécu comme ça des dépressions postpartum répétées à chacune des naissances sans jamais pouvoir en dire un mot à quiconque. Hmm. Et ça avait duré parce que quand c'est pas soigné, une dépression postpartum, ça peut durer 1 an, voire plus. Et donc ça avait duré comme ça et ça avait été les pires années de sa vie. C'est comme ça qu'elle disait les choses, les pires années de sa vie.
tout en se sentant très coupable parce qu'elle avait des beaux bébés qui ne demandaient qu'à être en pleine forme et qu'elle n'y arrivait pas. Et donc elle raconte ça comme le secret ultime qu'elle n'a jamais confié à personne et elle a exprès invité sa fille, sa petite fille pour entendre ça. Euh, et euh, et la fille se met à pleurer en entendant ça, et la petite fille se met à pleurer, et toute la salle est très émue parce que cette femme, peut-être 40 ou 50 ans après, peut enfin dire ce qu'elle a vécu au fond, comment elle a traversé tout ça, et que en lisant ce livre, parce que la bibliothécaire lui a dit tenez, lisez ça pour le prix Lettres Frontières, en lisant ce livre, elle a découvert qu'elle n'était pas seule, quoi. Elle a découvert que ça existait et elle a découvert pourquoi des femmes pouvaient faire une dépression postpartum. Donc, d'un seul coup, ça lui ouvre quelque chose, quoi. Euh, elle découvre un autre aspect de sa vie qu'elle n'avait jamais envisagé, puisqu'elle était restée finalement la femme honteuse de ne pas avoir été heureuse après la naissance de ses bébés. Donc, ça a été un témoignage très fort. Euh, Ce soir-là, j'ai quasiment pas parlé du livre parce que euh, les témoignages se sont enchaînés, euh, soit des témoignages personnels, soit des femmes qui ont raconté comment elles avaient eu une belle-sœur, une fille, une cousine qui avait vécu ça. Donc c'est vraiment il s'est passé quelque chose ce soir-là qui relevait plus de la thérapie de groupe entre guillemets que de la littérature. Mais comme voilà, comme j'ai ces deux casquettes-là, enfin, c'était Mhm. vraiment intéressant, quoi. Et je me suis sentie extrêmement portée euh, dans l'écriture par ça. Ensuite, j'ai écrit d'autres livres après maternité, des recueils de nouvelles, puisque j'ai continué de publier des recueils de nouvelles. Hein, genre, pratiquement, je fais shabadabada, quoi. Un recueil de nouvelles, un roman, un recueil de nouvelles, un roman. Euh, et puis, donc j'ai réécrit un roman qui traite de la maternité, c'est On noie bien les petits chats, Mhm. mais On noie bien les petits chats, c'est sous la forme d'un polar. C'est c'est Mhm. la c'est la question du postpartum, mais sous la forme d'un polar. Il y a un autre livre qui a beaucoup compté là ces dernières années, c'est le dernier roman, La souris qui voulait sauver l'ogre, parce que Mhm. j'y aborde la question de la crise suicidaire chez les jeunes. Et j'ai eu avec ce roman les mêmes effets de rencontre avec des gens, les mêmes messages. Donc maintenant sur Instagram, en messages privés, etc. De gens qui m'ont dit ça m'a beaucoup parlé, ça m'a fait comprendre des choses, euh, ça m'a permis de retraverser euh, ce que j'avais vécu après le suicide d'un proche et de mieux comprendre. Enfin, voilà, et je crois que c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'à la fois je veux écrire des choses littéraires et en même temps j'ai besoin que ça fasse débat, que ça rencontre des lecteurs au plus intime. Là, je Mhm. me souviens par exemple d'une lectrice qui m'a écrit j'ai reçu ce livre en cadeau alors que je venais de perdre quelqu'un de cher et donc j'étais prise dans mon deuil et j'ai lu ce livre et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a Mhm. fait beaucoup de bien parce que ça m'a fait comprendre ce que je traversais au niveau du deuil, même si c'était pas un suicide, mais puisque c'est un livre qui traite du deuil aussi, qui donne la Bien parole sûr. à des gens endeuillés. Donc voilà, c'est ce point-là, je crois. Enfin, j'ai pas envie d'écrire des livres pour écrire des livres Mhm. ou juste des histoires pour des histoires. J'ai envie que ça fasse se rencontrer les gens, qu'ils se Oui, que ça ait parlent. du sens. Mhm. Voilà. Et comment tu fais dans ta démarche créative d'écrivaine pour trouver ces thématiques et puis les explorer parce que c'est en plus de ça pas des thématiques forcément euh, faciles au sens euh, émotionnel, je dirais. Enfin, En fait, je fais rien, ça vient. hmm, C'est-à-dire que j'adore. c'est pas du tout. Par exemple, ce livre sur la crise suicidaire chez les adolescents, euh, il est né de rencontres avec des adolescents que j'ai reçus à mon cabinet après Hmm. le Covid, là, dans ces moments où on a vu Ah oui. surgir dans les cabinets les adolescents en dépression
ou en angoisse importante ou en phobie scolaire, enfin voilà, et où j'ai entendu à quel point la question du risque suicidaire était important pour certains. Certains Mm. qui m'ont été adressés après un passage à l'acte suicidaire, euh, et avec des familles complètement sidérées, Mm. qui étaient même dans le déni. Je me souviens d'une mère qui n'arrivait pas à réaliser que son enfant avait failli mourir parce qu'il avait fait un geste suicidaire extrêmement grave. Mm. Et elle se battait contre cette idée-là en se disant non mais c'est un accident, non mais c'est un accident en fait. Je suis sûre que c'est un accident. Voilà. Et c'est là que je crois qu'est née mon envie d'écrire là-dessus, avec l'idée, la souris qui voulait sauver l'ogre, c'est un roman où je mets en place ce que j'ai appelé la cellule Cornelia, c'est-à-dire des psys qui viennent Mm. en duo enquêter sur un suicide dans un lieu où il y a eu plusieurs suicides. Donc ils Mm. arrivent au lycée de la Rédemption, qui est un lycée privé euh, d'élite, euh, pour enquêter sur le suicide d'une jeune fille qui est en classe préparatoire. Et quand ils enquêtent, enfin, ils se rendent compte qu'il y a déjà eu d'autres suicides dans le même établissement. Donc, en fait, ça déclenche l'enquête. Donc, Mm. finalement, c'est une enquête un peu comme à l'époque de Lanester, hein, c'est-à-dire qu'on l'envoyait sur des crimes à répétition, Eric Lanester. Mais là, on est dans un duo de psy, hein, donc une psychologue et un psychiatre, et une chienne, Mrs. Robinson, une chienne Doberman qui mène l'enquête aussi. Et, euh, et on les envoie dans ce lieu-là pour interroger au fond. Enfin, ils mènent une enquête, Mm. mais une enquête psychologique, une autopsie psychologique. Ah, c'est hyper intéressant. Et on va la retrouver du coup cette cellule Cornelia. Tu vas la. Alors, c'est prévu. J'ai un autre Ok, manuscrit en cours avec cette cellule Cornelia. Mais trop bien. entre-temps, j'ai écrit autre chose. J'ai écrit un autre roman qui urgeait. J'avais envie de l'écrire. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé le deuxième Cornelia. J'ai écrit un autre roman qui est parti chez mon éditeur. Entre-temps, j'ai écrit deux romans jeunesse, dont un qui va être publié, enfin, qui a trouvé son éditeur, un autre qui est en lecture chez un éditeur, et j'ai commencé un autre roman jeunesse qui est une commande d'un autre éditeur. Donc Ok. en fait, c'est une espèce ça bouchonne, Ouais, ça bouchonne. ça, ça Bah, bouchonne. bravo, tant mieux. C'est aussi que ça fonctionne. Voilà, et Et j'ai un autre polar en tête que je me garde pour après. En fait, mon mm, problème, c'est jamais justement de chercher ce que je vais écrire. c'est de. C'est plutôt de trouver le temps pour écrire tout ça. D'autant que dans le travail d'un auteur, quand tu as publié pas mal de livres, surtout chez différents éditeurs, il y a un énorme travail en plus qui n'a pas l'écriture et qui n'est pas vraiment la promo, qui est enregistrer un podcast, Ouais, la vie euh, d'un livre. la Ouais, vie d'un livre. tout. Donc, répondre pour une invitation à un festival, faire un devis pour une intervention, faire une facture, Mm, déposer une facture sur Chorus Pro, les auteurs qui ont déjà rencontré Chorus Pro, qui est maintenant l'interface avec l'administration, comprendront tout de suite qu'on s'arrache les cheveux avec ça. Enfin, euh, faire des visuels, des affiches, des machins, commander mm, les livres, s'assurer que le festival a bien reçu les bouquins. Enfin, c'est-à-dire que c'est une espèce de travail à temps plein, de gestion de plein de choses qui te laisse pas toujours de la place pour écrire. mm. Qui est effectivement vraiment une partie différente de la partie artistique, quoi. Absolument. Et Mais qui existe. Alors moi, j'en suis à 15 livres. Donc, ça se multiplie en fait avec le nombre de livres. C'est-à-dire et maintenant, je me garde le vendredi. En principe, je me garde le vendredi comme journée d'écriture. Mais il y a des mm, vendredis où je n'écris pas. Là, aujourd'hui, par ouais, exemple, je vais comme pas écrire aujourd'hui, hein. Mm, parce que je rencontre un éditeur cet après-midi. J'ai un devis urgent envoyé depuis la semaine dernière. Enfin, voilà. Donc, j'aurai pas le temps d'écrire. Et ce soir, je fais mm. cours à la fac.
Mhm. Mais voilà, en même temps, c'est une vie remplie, c'est bien. C'est ça, c'est ça qui la rend aussi excitante et c'est ça qui nourrit aussi toutes les histoires parce que Mhm. finalement c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, quand je te posais la question de comment ces thématiques te viennent, c'est aussi de par tout ce que tu vis au quotidien et c'est ça qui nourrit l'inspiration. Et oui, quelque part, si on s'enfermait dans une pièce pendant des années pour écrire des livres, à la fin, en fait, on n'aurait plus rien à raconter, quoi. Bah, Donc, tu vois, moi, quand j'ai du temps vraiment pour écrire, ça vient pas toujours. ah bah ouais. Parfois, si, mais voilà, c'est pas toujours si simple que ça. Hmm, ouais. Et, et du coup, le dernier, là, c'est la souris qui voulait sauver l'ogre, c'est ça? Ça, c'est le Et, dernier roman, mais j'ai publié depuis deux autres livres. ok, ok. Voilà, Ok, c'est le dernier qui est paru en poche cette année. ouais, ok. Et tu disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a intrigué. Tu disais qu'il était écrit au tu. Mhm. Qu'est-ce que ça... euh, pourquoi, pour quelle raison t'as choisi le tu plutôt que la troisième personne ou le je? Et qu'est-ce que, selon toi, ça permet de transmettre, enfin, qu'est-ce que c'est, pardon, ma question est mal formulée, mais qu'est-ce que Oui. ça transmet de différent par rapport à ce qu'on peut connaître plus classiquement? Alors moi j'ai tout essayé, hein. Les Lannister par exemple ils sont en jeu, Ok. c'est-à-dire que j'incarne le personnage d'Eric Lannister en jeu, alors que quand je l'ai écrit je devais avoir une quarantaine d'années et que c'est un bonhomme de 50 ans, Hmm. voilà. Enfin, le tout dernier roman que j'ai écrit là qui est en lecture chez mon éditrice, il est écrit à la troisième personne. Voilà, Hmm. donc j'ai écrit beaucoup de nouvelles à la troisième personne, à la première. Le tu, pour maternité en tout cas, le tu, c'était d'abord une volonté d'être à la bonne distance avec le personnage. Le personnage Ok. de Clara, cette jeune femme qui entre en dépression. Un petit peu, enfin, je raconte souvent que ce tu est venu d'une phrase que j'aurais voulu dire à une patiente que j'avais Hmm. accompagnée à l'hôpital pendant toute une journée. Et je me souviens vraiment, toute une journée, je la voyais, elle n'arrivait pas à porter son bébé contre elle. C'était un bébé qui gesticulait beaucoup, qui se cambrait en arrière, et elle était extrêmement faible, extrêmement envahie par son angoisse, et donc elle n'arrivait pas à le porter finalement. Elle l'avait mis dans la poussette, et elle poussait la poussette dans le service. Et je l'avais accompagnée une bonne partie de la journée, cette dame, dans la rencontre avec ce bébé enfin, qu'elle voyait à peine à travers les brumes de son angoisse. Et je me souviens que le soir, je suis rentrée et je l'avais vraiment encore cette femme dans la tête, et que j'ai pris un papier et j'ai commencé à écrire quelques mots de ce que j'aurais voulu lui dire. Et Hmm. alors c'est venu en tu. Alors qu'à l'hôpital, on vous voyait les mères. Ça aurait pu venir en vous, hein. Mais ce qui est venu, c'est tu le portes comme tu peux. Et c'était vraiment la première phrase de ce petit texte que j'ai écrit spontanément, un peu pour traiter ce que j'avais emmagasiné en moi sur toute cette journée. Tu le portes comme tu peux. En gros, tu fais comme tu peux. Et donc, bon, je dirais pas la suite du texte, Hmm. mais c'est vraiment le germe de ce roman. C'est-à-dire que quelques années après, euh, j'ai commencé à écrire ce roman de cette manière-là, en Hmm. tu, en m'adressant au personnage. Je crois que la première ligne de maternité, c'est tu es une femme ordinaire, euh, parce qu'elle veut absolument être une femme ordinaire. Elle est Hmm. absolument pas ordinaire, hein, mais voilà, et et en fait, c'était un petit peu comme si je posais la main sur l'épaule de mon personnage et que je lui parlais à l'oreille pour l'encourager, etc. Mais ça, c'est ça qui a présidé à l'écriture. Mais après, les lecteurs, ils en ont fait ce qu'ils ont voulu. Hmm. C'est-à-dire que certains lecteurs c'est vraiment une question qui est venue tout le temps dans les médiathèques ou dans les rencontres. Certains lecteurs me disaient, mais ce tu, je pensais que c'était son bébé qui lui parlait. Je pensais que c'était sa psy qui Hmm. lui parlait. Je pensais que c'était son mari ou sa meilleure amie. Enfin, c'est-à-dire que tout le monde voulait savoir qui était la personne qui parlait finalement et qui s'adressait à ce personnage. D'autres m'ont dit, ben en fait, c'est elle
qui se parle à elle-même comme quand on se parle, comme quand on s'encourage. Allez, tu vas y arriver. Euh, allez, ne t'en fais pas, c'est bien. Enfin, on se parle à soi-même, on tue souvent. C'est vrai. Euh, voilà. En fait, il n'y a pas de vraie réponse. Je trouve que moi, en tout cas, ce tu m'a permis d'être à une distance assez proche du personnage et, euh, et assez proche de l'action. C'est Ouais. vraiment la question de la distance. Je trouvais que le il ou le elle la Ouais. mettait vraiment trop à Trop distance. loin. Ouais. Voilà. Et le jeu n'était pas tenable pour moi. Je voulais pas Hmm. être un jeu à cet endroit parce que je voulais justement pouvoir regarder de l'extérieur. C'est aussi la question d'une narration à la fois interne et externe. Ouais. Le tu me permet ça, c'est-à-dire à la fois de dire ce qu'elle fait et de dire ce qu'elle est et de dire ce qu'elle a dans la tête. C'est vraiment un procédé de narration. Et alors j'ai tellement aimé écrire avec ce tu que les trois romans suivants, ils sont partis en tu Hmm. aussi. Je pouvais plus m'en débarrasser, mais mon éditrice m'a dit non, mais là peut-être qu'il faudrait passer à autre chose. Mais c'était comme ça. Il y a même un copain auteur qui m'a écrit une longue lettre très gentille pour me dire, mais tu sais, tu aurais plus de succès si tu utilisais pas ce tu là. Et c'est vrai que euh, le tu, c'est quitte ou double avec les lecteurs. C'est-à-dire que Hmm. soit la plupart du temps, ils sont un peu surpris au début. Euh, la majorité adhère, c'est-à-dire se sentent vraiment. Enfin, moi, Plongé. les lecteurs me disent, moi, j'ai l'impression que vous vous adressez à moi. Ça me fait être le personnage, je comprends mieux les choses. Et puis, il y a quelques lecteurs qui disent ah non mais j'ai pas réussi en fait parce que je me sens mise à distance par le tu. Voilà, c'est comme ça. Hein, donc je, C'est hyper intriguant. J'adore. Je crois que je sais pas si j'ai déjà lu un livre en tu. il y en a très Euh, peu. Hein. hmm. Il y en a Et très peu. je trouve que ce que t'expliques, tu vois, vis-à-vis de la distance, justement, pas trop lointaine et plutôt proche, et un peu cette ambivalence entre est-ce que c'est quelqu'un qui parle au personnage ou est-ce que c'est toi, lecteur, qui incarne, je la trouve hyper intéressante et ouais, enfin, franchement, ouais, ça, là, tu vois, j'ai vraiment envie de découvrir ce procédé de narration que je connaissais pas. Et ouais, Il c'est y a trop vraiment curieux. quelques livres qui ont été écrits à la deuxième personne du singulier, mais c'est extrêmement rare. Il y en a un que j'ai lu beaucoup et que j'aime beaucoup, qui est Lambeau de Charles Juliette, Ok. qui est un vieil auteur lyonnais, enfin, qui est décédé depuis peu, et qui est d'ailleurs un livre sur la maternité. C'est peut-être pas pour rien, mais quand Hmm. il écrit Lambeau, Charles Juliette, le tu, c'est lui. Il parle de lui. Ok. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est pas ce tu, c'est pas moi. Enfin, Hmm. euh, Ouais, de se tuer à cette ambivalence qu'on sent pas en fait sur le jeu parce que là c'est très clair et sur le il aussi ouais, mm. effectivement. Enfin la troisième personne plutôt. Ouais. Ah, Mais tu vois, trop j'ai eu cool. plus de questions sur ce tu que sur le je quand je dis je alors que mon personnage est un homme. Euh, Oui, 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 voilà, oui, ouais, enfin, c'est vrai. c'est-à-dire que C'est vrai. on aurait pu me dire mais comment ça se fait? Et notamment les petits polars que j'ai écrits pour la radio, l'immense majorité des petits polars étaient lus par un comédien homme. Et je Ok. savais quel comédien m'était attribué. Et donc, j'écrivais ces petits polars pour une voix d'homme. Donc, Hmm. c'était un jeu, mais un jeu homme. Incarné, Euh, ouais. voilà. Et quand je les lis dans les séances de cocooning polar, quand je lis ces petits polars, souvent je précise que ça a été écrit pour une voix d'homme pour la radio et que Hmm. c'est pour ça. Enfin, je suis pas un homme, quoi. Enfin, clairement. Donc voilà, mais ça pose pas vraiment de questions aux gens. Par contre, le tu, ça leur pose beaucoup de questions, peut-être parce que c'est moins fréquent. Hmm. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est aussi ça qui, je pense que c'est pour ça que ça fait un effet aussi intrigant Mhm. et qui accroche d'autant plus. Ouais. Mhm. Dans le même style, mais qui m'appartient évidemment pas du tout, il y a un livre qui est sorti il y a quelques années, qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelait euh, Certaines n'avaient jamais vu la mer. C'était Ok. vraiment un très beau livre et il était écrit à la troisième personne du pluriel. Hmm. Et vraiment, ça surprend au début. C'est vraiment un très beau livre
sur la manière dont ont été traités les Japonais qui vivaient aux États-Unis pendant la Ok. guerre. Voilà. Vraiment, je te recommande ce livre. Je sais plus qui l'a écrit, mais certaines n'avaient jamais vu la mer. C'est très étonnant et en même temps, ça t'attrape ce elle au pluriel. Ouais, je suis toujours extrêmement fan parce que on nous donne plein de règles pour écrire un livre et en fait avec toutes ces injonctions de règles, on oublie que derrière il y a de l'art et il y a quelque part aussi cette manière de ok je connais les règles mais moi je décide parce que mon intention va être servie autrement de les détourner. Et c'est ça qui est quand même exceptionnel dans la littérature. Des gens ont inventé des trucs qui sont devenus des règles et on oublie qu'avant elles en étaient pas quoi. Et c'est pour ça à la fois c'est bien d'être attentif aux règles, c'est bien de recueillir tout ce qu'on peut te partager, et c'est bien aussi d'avoir ce truc de dire parfois ton instinct il te dit de suivre un chemin, vas-y fonce, tu verras où ça te mène. Mais gardons cette liberté entre guillemets de se défaire des règles qu'on connaît quoi. Oui, il y a un débat très important autour de la nouvelle, et des règles autour de la nouvelle, parce que j'ai Mm. continué d'écrire des nouvelles, bien sûr. Ça, je crois que je serai jamais complètement sevrée de ça. Mais une règle très importante autour de la nouvelle, en France, en tout cas dans les pays francophones, c'est qu'on veut des nouvelles à chute, des Oui, nouvelles avec une chute surprenante qui réinterprète le texte qu'on vient de lire, etc. Or, ça, c'est vraiment un truc auquel je me suis pliée, moi, à mes débuts comme nouvelliste, parce que ça faisait partie des règles. Que dans les concours nouvelles, on disait une nouvelle à chute. mm, Et moi, ça fait quelques années que je n'écris plus de nouvelles à chute, d'abord parce que, en dehors de la francophonie, les nouvelles n'ont pas nécessairement de chute. Ce sont des tranches de vie, parfois, mais voilà. Et pouvoir s'affranchir de ça, c'est-à-dire écrire une chute si on en a envie, mais aussi terminer une nouvelle autrement que par une chute. mm. C'est intéressant aussi, mais il faut quand même souvent avoir un peu de bouteille ou avoir un peu bourlingué en écriture pour Bien s'autoriser sûr, ça, pour bien se dire sûr. bon mais fuck la chute quoi, je ferai comme je voudrais. Exactement. Et c'est tout cette notion de connaître les règles, enfin d'en être au fait, et ça passe par beaucoup de choses, hein. Voilà, lecture, pratiquer l'écriture comme ça, comme on a pu le dire au début en écrivant des nouvelles, comme des petites nouvelles ou des petits textes. Et c'est comme ça de toute manière, c'est comme ça qu'on trouve son style, si un jour on arrive vraiment à le trouver. Moi, reste assez persuadé qu'on passe sa vie à toujours se chercher et trouver et se découvrir quelque part. Euh, oui, c'est ça. Ben oui, en fait, je répète, j'avais eu la chance de croiser Wajdi Mouahad, qui est un auteur franco-libanais et qui a aussi écrit beaucoup de théâtre, et il m'avait dit écrire, c'est perpétuellement se surprendre. Et j'ai toujours été marqué par cette phrase, et du coup, en fait, là, je viens en te parlant, de me rappeler qu'en fait, ça vient de lui, donc je rends à César ce qui appartient à César. Très Et bien. ouais, voilà. Mhm. Écrire, c'est se surprendre perpétuellement. J'aime beaucoup. Je vois que l'heure est passée super vite. François, c'était passionnant. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Euh, Est-ce que tu aurais une dernière chose à dire aux gens qui voudraient te découvrir euh, Voilà. Je te laisse le mot de la fin. D'abord, on peut me découvrir sur mon compte Instagram, fguérin.auteur, parce que j'y mets régulièrement Hmm. des textes sous la forme de, je sais pas comment ça s'appelle, de publication de plusieurs Le nouvelles, carrousel. voilà, un carrousel. Euh, on peut venir me découvrir si on est à Lyon, par exemple, dans les ateliers d'écriture que je fais à la librairie à Soie ou dans différents lieux. On peut venir me découvrir en festival et puis surtout, bah, voilà, j'ai des livres qui attendent des lecteurs pour tourner les pages en fait. Hein. Hmm. Donc, il y a vraiment le choix entre le polar, le non polar, les nouvelles. Il y a, il y a, il y a plein de choses différentes qu'on peut découvrir. Et on peut, une fois qu'on a lu, et c'est même recommandé, en parler, surtout si on l'a aimé. Si on l'a pas aimé, on évite d'en parler. Moi, je considère que si on n'a pas aimé un livre, c'est très rare, mais si on n'a pas aimé un livre, on peut l'offrir à son pire ennemi, hein, plutôt que C'est de... oh,
Oh, j'adore cette image. Ben oui, ben, tu vas pas Ah lire oui. le livre, mais voilà. Mais Ah, je vais le garder ça. on Ouais. évite de saccager le travail d'un auteur qui a fait comme Ouais. il a pu, parce que bon, on peut pas aimer tous les livres. Moi, je Mm. lis beaucoup et j'abandonne aussi beaucoup de lectures. Et je parle pas des lectures que j'abandonne. Je Mm. parle que de ceux qui m'ont vraiment touchée. Voilà. Et puis, on peut lire mes derniers romans, mes premiers, Maternité, si on est intéressé par cette histoire de dépression, tout ça. Oui, écoute, merci beaucoup, Françoise. Et on peut Merci, m'écouter en merci. podcast maintenant. Eh ben oui, voilà. C'est je crois que c'était pas le premier. T'avais déjà fait d'autres interventions, non? J'ai fait pas mal de podcasts. Ah oui, ça me fait Ouais. penser que j'ai fait aussi un podcast pour l'assurance maladie Ah voilà, sur c'est ça que j'avais vu. sur la dépression postpartum qui va être Mm. proposée à l'écoute aux jeunes mères, enfin aux femmes enceintes. Voilà, par le site de Parfait, l'assurance maladie. Donc je suis parfait. très contente de ça. Ouais. Très bien. Merci de ton invitation. Avec plaisir, Françoise.